Dans des architectures distribuées, les applications s'appuient sur des messages brokers pour communiquer les unes avec les autres. Cela permet à l'émetteur d'un message et à son ou à ses consommateurs de ne pas communiquer directement, rendant par là même le système plus résilient en panne. Il existe quantité de messages brokers, dont deux sont tout aussi populaires que différents, RabbitMQ et Kafka. Afin de parcourir leurs différences et leurs cas d'usage, je reçois Pierre Larboulette. Pierre est software engineer chez eAdvise et il est quotidiennement confronté à des applications utilisant soit Kafka, soit RabbitMQ, au point même d'envisager peut-être Pulsar pour tenter d'unifier les deux modèles. Pierre, bonjour, bienvenue. Salut Stéphane. On va parler aujourd'hui un peu de message queue et de streaming. D'accord. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte pour nous expliquer, toi, pourquoi tu es venu à t'intéresser à ce sujet précisément? Alors moi, dans mon entreprise, on a, on a un petit background assez intéressant. On utilise les deux technologies. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise à la fois de la message queue et on utilise un peu du streaming aussi. On a deux plateformes chez nous. Donc la première, c'est RabbitMQ, qui est un produit très connu pour faire de la message queue. Et puis on a un Kafka, donc qui est plus orienté log streaming. À la base, l'objectif, ça avait été de migrer plus notre RabbitMQ qui est là depuis quelques années, de migrer les usages vers du Kafka. Donc bien entendu, ces sujets-là, généralement, ça prend pas mal de temps, donc ça fait plusieurs années qu'on a les deux qui cohabitent ensemble. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là un peu de manière un peu détournée, entre guillemets. Notre Kafka était géré par un autre ex-data engineer qui tenait ce poste-là depuis plusieurs années. Il est parti en septembre 2019, et son poste s'est retrouvé vacant, et du coup, je me suis tout simplement mis dessus. J'ai commencé à m'intéresser à Kafka, et puis m'intéresser aussi à RabbitMQ qui était là à côté. Et donc je suis allé de plus en plus dans ces sujets-là, à m'intéresser aux architectures orientées plus événementielles, ce qui m'a conduit à m'intéresser à d'autres sujets comme Pulsar aujourd'hui, dont on aura sans doute l'occasion de parler au cours de ce podcast. Ok. Pour bien comprendre, quelle va être la différence entre du message queue façon RabbitMQ et du streaming façon Kafka? Alors, la message queue façon Rabbit, c'est plus utilisé pour faire de la communication asynchrone entre services ou entre microservices, mais de manière assez presque classique, facile entre guillemets. C'est pas du tout une critique, hein, c'est pour des usages assez simples, assez bon, on peut voir quasiment dans toutes les boîtes en fait finalement aujourd'hui, sans trop de complexité, mais qui te permet d'avoir des communications asynchrones et de découper entre guillemets le flot d'existence entre guillemets de tes services. Kafka, ça va commencer à être intéressant quand tu vas devoir jouer avec des énormes quantités de données en entrée, et quand tu vas notamment rajouter une notion qui est la partie séquentialité des traitements. Faire de la séquentialité avec des choses comme RabbitMQ ou des message queues, c'est pas facile, parce que ça n'a pas été conçu pour ça. Ce qui fait que quand tu vas produire des messages à l'intérieur, tu vas pas forcément être sûr de comment ils vont être utilisés derrière. C'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés certains avant d'autres, et c'est pas forcément toujours ce que tu veux. Kafka va apporter toute une question de séquentialité qui fait que quand tu veux traiter des choses dans un ordre très particulier, par exemple si tu as des événements de création, tu vas vouloir les traiter avant des événements de suppression. Ça, le faire avec du Kafka, c'est beaucoup plus facile parce que ça a été pensé pour, en fait. Et quand tu vas être dans ces logiques-là, avoir du Kafka, c'est presque devenu naturel, en fait, entre guillemets, parce que c'est son fonctionnement, c'est pensé de cette manière-là, en fait. Donc quand tu as des sujets voilà, de séquentialité, de traitement fait de manière vraiment ordonnée, et quand tu as beaucoup de quantité de données en entrée, Kafka devient très intéressant. Si je vais me représenter un peu les différents cas d'usage, j'ai deux microservices ou deux services qui doivent communiquer les uns avec les autres. Si ça traite pas spécialement de données, c'est-à-dire que je veux envoyer une information à un set de services pour qu'il fasse quelque chose avec cette information, je peux utiliser Rabbit. C'est simple et facile à utiliser. Par contre, dès le moment où ça va être peut-être plus de la donnée et que je vais devoir l'ordonner, Kafka est le meilleur candidat. A priori, ouais. En fait, ce qui est intéressant avec Kafka, c'est que versus du RabbitMQ, tu vas être beaucoup sur une logique de one-to-one. Tu vas avoir un service producer qui va adresser une demande très particulière à un service consumer. Ce qui fait que si tu veux faire en sorte d'avoir des processus, un producer s'adresse à plusieurs consumers,
il va falloir que tu dupliques ta donnée. Il faut que tu la mettes dans plusieurs queues différentes, et une queue étant réservée à un consumer. Avec Kafka, tu as un système un peu différent, où ton producer va publier une fois ta donnée, une seule fois, d'une manière, ta donnée va se stocker à un seul endroit, et tu vas avoir plusieurs consommateurs qui peuvent lire la même donnée. Kafka a mis en place un système qui est beaucoup plus one-to-many, en fait. Tu produis une seule fois avec de multiples utilisations derrière, potentiellement des utilisations complètement différentes de la donnée que tu vas produire. Tu vois, on peut prendre par exemple un topic de commandes, par exemple des commandes de sites de e-commerce. Sur cette donnée-là, tu peux avoir un usage qui va être de traiter cette donnée-là et envoyer des mails aux gens qui ont passé la commande. Puis tu peux avoir un usage plus orienté analytics, par exemple, où tu vas avoir des process qui vont venir analyser ces commandes-là et puis te faire des moyennes du montant des paniers, par exemple, ou le nombre d'achats qui ont été réalisés en Europe versus États-Unis, ou des choses dans ce genre-là, quoi. Si tu veux faire juste voilà, du one-to-one, faire du RabbitMQ, c'est intéressant. T'as pas de complexité, c'est facile à gérer. Si tu veux commencer à adresser plusieurs usages à la fois, et surtout voilà, avec cette notion de il faut bien que les choses soient prises dans l'ordre, il faut mieux que tu partes vers du Kafka. Si on creuse un peu sur l'exemple que tu donnais avec le site de e-commerce, je passe une commande. Je reçois un mail me notifiant que j'ai bien passé la commande. Ici, RabbitMQ est un bon candidat. C'est ça. Par contre, j'ai une séquence, alors je sais pas si c'est réel, mais j'ai une séquence où justement il va y avoir certains événements qui vont être liés au paiement de mon produit avant que moi je reçoive une facture par exemple et que je puisse avoir le produit. Cette séquence-là peut-être serait plus facilement ordonnée, donc la validation de chacune des étapes pourrait plus facilement être faite dans Kafka, ou alors ça n'a rien à voir. Oui, tu peux voir ça comme ça. En fait, effectivement, le mail, si tu veux envoyer des mails, que tu traites l'envoi du mail au client A avant le client B, finalement, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Pour un même client, par contre, si tu veux effectivement faire des étapes de validation, avoir une notion séquentielle où tu valides le premier, puis tu valides le deuxième, puis tu valides le troisième, là, ça devient important d'avoir plutôt des sujets comme du Kafka, par exemple, parce que la manière dont fonctionne Kafka en arrière, plus dans les parties basses, entre guillemets, plus la partie tech, te garantit que si, pour processer, par exemple, tu vas traiter ton troisième événement, tu vas être obligé de traiter les deux qui sont au-dessus. Donc tu peux traiter le 1 qui t'autorise à traiter le deuxième, qui t'autorise à traiter le troisième. Et ça, en fait, avec des systèmes de queuing, tu vas pas pouvoir l'avoir facilement parce que tu sais pas dans quel sens il va les prendre. Potentiellement, il va commencer à traiter le deuxième, puis le troisième, puis le premier, et t'es un peu perdu, quoi. Ça peut mettre ton système dans un état un peu bancal. Donc, finalement, quand tu es plus sur un usage vraiment très progressif et avec une validation à chaque étape ou vraiment un flux logique des choses, en fait, ton flux temporel d'événements, entre guillemets, quoi. La façon dont tu valides les choses toi-même ou la façon dont tu fais les choses dans ton système, avoir du Kafka, c'est plus intéressant. Alors, tu nous as parlé aussi d'événements. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce que c'est un événement, justement, au niveau de message queue ou de streaming? Alors, un événement, dans Kafka, on parle plus de record, en fait. On parle de record pour vraiment une représentation. Alors, tu as un abus de langage là-dessus qui est un peu dangereux, qui consiste à dire qu'un événement, c'est pareil qu'un record. C'est pas tout à fait vrai. Un event peut correspondre à plusieurs records, finalement. Un événement, tu pourrais dire par exemple je clique sur un bouton, derrière ça peut être concrétisé dans ton système comme plusieurs records différents qui vont être adressés à différents services. Par exemple, si tu cliques sur un bouton, ça peut être un record qui va être, voilà, il y a un clic sur un bouton, mais ça peut être aussi un autre record qui peut être d'aller incrémenter un compteur quelque part pour dire ok, il a cliqué X fois sur les boutons, quoi. Tu vois, ça peut être un peu. Pour Kafka, on parle plus de record, dans RabbitMQ, on parle plus de messages. C'est bon, c'est plus là du vocabulaire. Un événement, si tu veux, c'est quelque chose qui vient altérer l'état de ton système. C'est-à-dire que tu pars d'un système qui est dans un état initial, il va se passer tout au long de sa vie des événements qui vont venir perturber, faire changer en fait, l'état de ce système à chaque fois d'un état A vers un état B. Concrètement, un système dans son état final, c'est tout simplement ton système dans son état initial sur lesquels il s'est passé plein d'événements les uns à la suite des autres qui l'ont amené dans cet état-là. C'est ce qu'on appelle l'event sourcing de manière générale. L'event sourcing, c'est un modèle d'architecture qui te conduit à tracer en fait tout ce qui se passe sur ton système. C'est-à-dire il s'est passé par exemple, il y a un utilisateur qui il a créé son profil, un utilisateur il a supprimé son profil, un utilisateur il a passé une commande. Toutes ces choses-là vont modifier l'état de ton système et on les trace, ce qui permet d'avoir en fait toujours l'historique de tout ce qui s'est passé sur ta production par exemple. C'est un peu le principe du redo log dans une base de données. Oui, c'est ça en fait ce qu'on appelle le write ahead log ou l'append log ou le commit log, tout ça c'est des synonymes. C'est en fait tu traces tout ce dans le cas d'une DB, c'est toutes les instructions qui vont modifier tous les create, les updates, les delete, qui vont modifier l'état de ta base, quoi. C'est exactement ça revient à ça en fait. Et quel est l'intérêt spécifiquement de cette logique? Il y en a pas mal en fait. Le gros intérêt que tu peux
moi, le premier que je vois, c'est surtout pour presque pour du debug en fait. C'est intéressant. Imagine que tu sois là, il est 18 h, admettons. Puis tu te rends compte en regardant un peu tes logs d'erreur de la fin de la journée que à midi, c'est passé quelque chose. Il y a eu un problème, tu as eu un log d'erreur, mais bon, tu vois bien qu'il y a eu, t'as eu un call, il y a eu un call sur une de tes API, il y a eu un problème. Tu sais pas trop ce que c'est, t'as pas beaucoup d'informations. Mais tu te dis, bon, bah, j'ai regardé mon système et essayé de deviner un peu qu'est-ce qui a pu mal se passer en fait. Et ça, c'est compliqué parce que à 18 h, l'état de ton système, il n'était pas le même qu'à midi quand tu as eu ton erreur. Donc tu vas potentiellement essayer de comprendre quelque chose en partant de données qui vont pas forcément t'aider. Ou dans le pire des cas, ces données-là actuelles vont t'emmener sur une mauvaise piste. L'intérêt de l'event sourcing, c'est de pouvoir rejouer. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est des events que tu stockes dans ce qu'on appelle un event store. Kafka joue bien ce rôle-là, mais finalement, tes events, tu peux les stocker dans tout ce que tu veux, dans une DB si ça te fait plaisir, donc tu peux les jouer dans l'ordre, finalement, c'est pas trop un problème. Tu peux reconstruire ton état, l'état que tu avais à midi, à partir de ton état initial, que tu connais la plupart du temps, et en rejoignant toutes les évolutions qui ont eu lieu en fait entre l'état initial et midi. Et du coup, tu peux reconstruire ton état, potentiellement le reconstruire ailleurs, sur un espace de développement par exemple. Ça permet donc du coup d'avoir l'état de ton système à midi, sur lequel tu vas venir rejouer ton call d'API et voir concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Donc pour du debug, ça te permet de remonter dans le temps et de vraiment comprendre, ok, il s'est passé quelque chose de mal, et à ce moment-là, j'étais dans cet état-là, et ok, je peux comprendre pourquoi j'en suis arrivé là en fait. Donc tu peux faire ça. C'est aussi intéressant pour des trucs d'audit, pour des problèmes d'audit. Tout simplement voir tout ce qui s'est passé sur ton système, tracer en fait, concrètement, ça peut être intéressant pour pour la sécurité, quand tu fais la détection d'intrusion, des choses dans ce genre-là, voir tout ce qui s'est passé en fait et remarquer peut-être des patterns un peu étranges de gens qui viennent faire des requêtes systématiquement à telle heure. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est des bots externes qui font des tentatives? Enfin, bon, tu peux imaginer pas mal de choses là-dessus. Et voilà, en gros, ça fait déjà de bons cas d'utilisation. Ce qui veut dire que, au niveau de Kafka tout du moins, avec cette logique-là, on a besoin de persistance. C'est une persistance qu'on va devoir garder combien de temps justement si on veut un peu pouvoir utiliser les fonctionnalités dont tu nous parles de debugging, de sécurité ou même de manière générale dans son utilisation classique, on va dire. La notion de rétention, de conservation des données, c'est un sujet qui est hyper compliqué à adresser parce que ça va dépendre des données que tu stockes. Il y a des données où tu vas vouloir potentiellement les garder ad vitam aeternam. Tu peux le faire avec Kafka, comme tu as un disque dur en dessous. En fait, concrètement, tu peux garder tes données à l'infini. Alors bien sûr, il faut que tu penses parfois à des méthodes pour nettoyer un peu, parce que ton disque dur reste un composant qui est quand même fini au niveau de sa place, donc tu peux pas stocker des choses non plus, trop de choses, évidemment ça finit par exploser. Donc du coup, tu dois quand même penser à des mécanismes de purge par-ci par-là, mais sur le principe, Kafka te propose de stocker les données de manière indéfinie. Après, tu peux stocker les choses aussi de manière beaucoup plus courte. Si tu as par exemple des topics ou des topics qui sont extrêmement volumineux, qui laissent rentrer beaucoup de données, si tu les gardes sur des 2 semaines, 3 semaines, un mois, tu risques d'avoir un problème au bout d'un moment en fait. Donc avoir des rétentions plus courtes, peut-être 1 minute, 2 minutes, ça permet de conserver moins de données sur ton disque et de flusher au fur et à mesure en fait tout ce qui rentre, quoi. Donc tu gardes entre guillemets que le plus récent à chaque fois. Et en fonction de ton cas d'usage, cette donnée-là, tu vas venir cette conservation, en fait, cette rétention, tu vas venir l'adapter en fonction même de contraintes légales parfois. En fait, là, on parle beaucoup en Europe de GDPR. GDPR t'impose de conserver des données que pendant un certain temps. Typiquement, ajuster ta rétention pour matcher avec des obligations légales, ça peut être intéressant. Par exemple, si on te dit, des données utilisateurs, tu peux les garder que 3 jours, que 7 jours, que 2 semaines, je connais plus exactement où on en est arrivé avec la loi aujourd'hui, mais tu peux ajuster ta rétention et dire, moi, mes données, automatiquement, au bout de 3 jours, elles sortent. Je veux dire, je les purge de mon disque dur, je les ai plus, elles sont indisponibles. Du coup, je suis en conformité avec la loi parce que je garantis effectivement mes données utilisateurs, je les ai plus, quoi. Au bout de 3 jours, je ne les ai plus. Et pour de la sécurité, concrètement, tu peux les garder presque 2 mois, 3 mois. Ça dépend pendant combien de temps tu as envie de faire de l'analyse là-dessus, finalement, parce que des scénarios d'intrusion, peut-être que tu vas te rendre compte que sur une grande plage de temps, et pas forcément sur 2 ou 3 jours. Sur 2 ou 3 jours, c'est peut-être juste une erreur. Sur 3 mois, si tu as des calls qui sont répétitifs à la même heure, peut-être que tu vas commencer à te poser des questions, en fait. Vraiment, la rétention, il n'y a pas vraiment de réponse, il n'y a pas de réponse générale parce que ça va dépendre de ta donnée que tu stockes et de comment tu veux l'utiliser derrière. Et puis, une dernière chose par rapport à la rétention, plus tu vas avoir une rétention courte, donc tu conserves peu de temps tes données, plus il faut que ta partie consommation derrière soit ultra rapide. Parce que du coup, comme ta donnée va rester disponible que pendant peut-être 30 secondes, 1 heure, 2 heures, si ta partie consommation derrière, elle est en panne ou elle est lente, tu prends le risque qu'elle rate de l'information, en fait, que l'information soit sortie avant qu'elle ait eu le temps de la processer. Du coup, plus tu vas mettre de rétention courte, plus il faut que tu aies un suivi derrière de la vitalité de tes consommateurs, vraiment
fines, entre guillemets, et t'assurer que s'il y a un problème, tu puisses les redémarrer très rapidement. Sinon, tu risques de perdre de l'information avant d'avoir eu le temps de la traiter. Donc, il y a tout un sujet. C'est un point très complexe, le suivi des consommateurs et la consommation de tes données est un sujet assez difficile à dresser. Alors, je vais te poser une question qui peut-être est naïve, mais tel que tu me présentes les choses, j'ai plus l'impression que Kafka est une sorte de base de données. Et donc, si tu me dis que je stocke de la donnée et qu'après, je peux me servir de cette donnée pour des buts de troubleshooting ou alors pour de la sécurité, ça veut dire que j'ai un moyen d'accéder ou de faire des queries sur cette donnée. T'as pas de mécanisme de query à proprement parler. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux jouer avec tes consommateurs pour les faire rejouer de la donnée, si ça t'intéresse. La donnée, comme elle est persistée sur un disque, elle reste disponible jusqu'à ce que la rétention s'applique dessus et qu'elle soit sortie parce qu'elle est trop vieille, entre guillemets, quoi. Mais si tu veux choisir de traiter Kafka comme une base de données, c'est un sujet super intéressant parce que je pense que tu peux trouver toutes les 2 semaines un post sur Stack Overflow ou une conférence tous les ans qui vient de te parler de quelqu'un. Est-ce qu'on peut utiliser Kafka comme une base de données? T'as tous les ans des trucs comme ça, c'est assez amusant. En fait, ça va dépendre. Tu peux te servir effectivement de ça comme une base de données où tu te gardes la possibilité de reprocesser, de re-requêter en fait pendant peut-être des mois et des mois la donnée qui est là parce qu'elle est toujours stockée, tu as un historique. Tu peux repasser dessus, le retraiter si tu as envie. Et puis, bah, dans certains cas d'usage où l'historique ne te sert à rien en fait. Typiquement, si tu te sers de Kafka comme un mécanisme pour analyser des traces d'API, des logs d'API en fait, t'as aucun intérêt à garder 2 ans d'historique là-dessus, quoi. Tu vas peut-être te garder peut-être 2 semaines pour faire de l'analyse en temps réel et voir, ok, là je vois qu'il y a un énorme pic de 404 sur mon service, il y a peut-être un problème ou c'est mettre ça en corrélation avec une mise en prod que tu auras eue. Mais garder des choses comme ça pendant 2 ans, ça n'a pas beaucoup de valeur en fait. Et par contre, pour tout ce qui va être des use cases un peu tournés analytics, te servir de Kafka comme une base, vraiment presque une base de données, c'est intéressant parce que tu peux vouloir te dire, moi, j'ai un processus, son boulot, c'est d'analyser, par exemple, plein d'utilisateurs. Voilà, je passe sur des events qui représentent des créations de profils d'utilisateurs. Et j'ai envie de sortir une stat au global qui va me dire, j'ai envie de voir les moments où les utilisateurs sont créés. Par exemple, combien d'utilisateurs sont créés entre midi et 14h. Bon, c'est un cas particulier, hein. Je ne sais pas si ça sera quelqu'un vraiment factuellement, mais bon, peu importe. Tu peux te dire, je vais analyser cette KPI-là sur le mois de février, par exemple. Puis, si tu as l'historique, tu peux le faire sur le mois de janvier, puis sur le mois de décembre l'année dernière, puis sur novembre. Et puis, en fait, te dégager une tendance, voir si est-ce que tu crées plus d'utilisateurs, est-ce que finalement ta création, elle est passée de midi à 14h vers un créneau début de soirée. Ou... Pour de l'analytique, c'est hyper intéressant de reprocesser cette donnée-là et de sortir des informations. Ouais. Pour mieux comprendre un peu ces mécanismes-là, est-ce que tu pourrais me parler du cycle de vie d'un événement dans Rabbit et dans Kafka et la différence entre les deux, donc entre le producteur et le consumer? Alors, on va commencer peut-être côté RabbitMQ. Côté Rabbit, tu as un producteur qui vient push un message dans le broker RabbitMQ, et RabbitMQ va push cette donnée-là vers le consumer. On a du push de bout en bout en fait. Et une fois que le consumer a traité la donnée, il fait un acknowledge, et il dit en gros à Rabbit, ouais, c'est bon, cette donnée-là je l'ai traitée, tu peux la sortir du cluster. C'est-à-dire qu'elle est vraiment supprimée. RabbitMQ, ce qui est en dessous, c'est de la RAM. Il n'y a pas de disque dur, tout est en RAM, donc en fait, quand tu veux stocker des choses dans la RAM, il faut aussi que tu penses à les supprimer, parce que ta RAM, elle n'est pas non plus infinie, et du coup, plus tu vas stocker des choses dedans, plus tu prends le risque d'avoir de l'out of memory à la fin et de faire exploser ton cluster. Donc si tu fais rentrer des choses, il faut les sortir à un moment. Et donc avec Rabbit, ça passe par l'acknowledge, et l'acknowledge fait sortir la donnée. Kafka, c'est un peu différent. Kafka, tu as un producteur qui push de la donnée, effectivement dans le broker aussi. Ça va être stocké sur un disque dur, et un consumer vient pull la donnée. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas de push entre le broker et le consumer vient chercher la donnée et la rapatrie en fait de son côté et la process. La seule différence, c'est que tu n'as pas de notion, enfin tu as une notion d'acknowledge, mais la donnée n'est pas supprimée du cluster. C'est là que c'est ultra important comme différence. Ce qui peut changer l'état d'un cluster Kafka, c'est soit un producteur parce qu'il rajoute de la donnée, soit le cluster en lui-même parce qu'il vient faire des opérations en fait, de clean une fois de temps en temps par rapport à la rétention. Mais un consumer ne supprime jamais, n'altère pas une donnée. Ce qui fait que une fois qu'il l'a processée une fois, il la laisse dans le même état, ce qui lui permet peut-être plus tard de revenir et de la reprocesser s'il a envie. Et surtout, ça le laisse aussi dans le même état pour un autre consumer. C'est-à-dire que si on parlait tout à l'heure du mail et de l'analytics pour traiter tes données, les données qui vont être processées par la partie mail, donc il va lire des records, il va envoyer des mails en fonction des informations qu'il y a dans le record. Cette donnée-là, c'est la même que celle qui va être utilisée par la partie analytics. Et une fois que ton processus mail il sera passé sur cette donnée, il ne les touchera pas en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment des données qui sont immutables. C'est vraiment une chose ultra importante avec Kafka. Tes données ne sont pas altérées, ce qui te permet en fait, de ne pas avoir un truc qui serait super dangereux. C'est par exemple, tu processes tes données une fois,
t'en retires, par exemple, dans le cadre de notre analytics, tu processes tes données une fois, t'en retires 2 ou 3 KPI, et si tu les reprocessais 3 semaines plus tard et que tes données avaient changé en entrée, ça te flinguerait complètement en fait toutes les KPI que tu auras à la sortie. Enfin, tu aurais juste 2 jeux de données qui seraient différents et ça te poserait problème. Là, tu es garanti avec l'immutabilité des données que en fait rien ne va changer. Tout le monde utilise la même information et on peut avoir des analyses qui sont vraiment logiques sur ça en fait. Et ce qui veut dire que la façon dont un consumer interagit, ou plutôt la manière dont un consumer est créé, doit prendre en compte le fait que ce soit un Rabbit ou un Kafka, parce que au niveau de l'application, il va pas forcément avoir la même façon de se comporter. Dans le cas où j'ai un RabbitMQ, je sais que je consommerai pas 2 fois le même message parce qu'il sera supprimé une fois que je l'aurai consommé, tandis que dans le cas de Kafka, le message reste présent et que mon application pourrait le reprocesser à l'infini. Ouais, avec Kafka, tu as une notion qu'on appelle la notion de commit d'offset. En fait, une fois que Kafka a lu un record, il va committer un offset. C'est-à-dire qu'en fait, le consumer va indiquer à Kafka, ok, moi je suis à tel endroit, j'ai lu tel record, celui-là je l'ai fait. Celui-là je l'ai validé, je l'ai lu, pas de problème, maintenant je passe au suivant. Bon, le record il reste là, hein. Comme on disait tout à l'heure, c'est immutable, donc en fait l'information elle va rester, et puis lui il va juste continuer sa vie, il va continuer à lire les records les uns à la suite des autres. Mais effectivement, le reprocessing, c'est quelque chose qui est à penser souvent quand tu construis ton consumer, c'est qu'est-ce qui se passe si tu reprocesses tes informations. Et tu as un vrai sujet là-dessus où ça va vraiment dépendre de ce que veut faire ton consumer. Dans le cas de l'analytics dont on parlait juste avant, reprocesser ta donnée, finalement, c'est pas très grave, parce que ça va juste te sortir des KPI, mais tu vas pas altérer le système ailleurs. Enfin, tu fais juste ton petit calcul en local et puis fin de l'histoire. Quand tu commences à avoir des logiques de consumers qui vont faire d'autres choses derrière, comme faire des calls sur une API, écrire en DB, ou même publier d'autres events dans Kafka, dans une logique de chaîne, qu'est-ce qui se passe si à l'entrée tu reprocesses de la donnée et que tu viens multiplier par 2, par 3, par 4 les effets qu'il y a derrière? Ça, c'est un vrai problème ce qu'on appelle du coup ce qu'on appelle l'idempotence côté consumer, c'est comment est-ce que tu construis tes consumers pour faire en sorte que ce reprocessing ne conduise pas à des états instables à droite à gauche en fait de ton architecture. Et c'est quelque chose qui est hyper compliqué à atteindre. Globalement, c'est vraiment une sorte d'objectif qu'il faut se donner en fait quand tu construis ton consumer, mais c'est pas toujours possible en fait. Parce que sur certaines opérations que ton consumer va pouvoir réaliser, tu peux faire des checks à l'avance. Par exemple, sur une DB, si ton process consiste à aller écrire dans une DB, bah avant, ce que tu peux faire, c'est faire un select et voir est-ce que ma donnée elle est déjà là. Si elle est déjà là, c'est que je suis pas sur la première fois que je processe le record, mais peut-être la deuxième fois. Et du coup, je peux juste bloquer et me dire, bah non, si elle est déjà là, en fait, c'est pas la peine de la réécrire, pas de souci. Par contre, quand tu viens publier des choses dans Kafka, par exemple derrière, tu lis dans Kafka et tu publies dans Kafka, comment savoir que tu as déjà publié dans Kafka? Potentiellement, la donnée qui a été publiée, elle a peut-être été déjà supprimée en fait. Si la rétention est super courte sur ton deuxième topic, t'as aucun moyen de savoir est-ce que l'information elle est déjà passée une fois ou non. Tout ça pour te dire en fait c'est très compliqué, mais que l'idempotence c'est quelque chose que tu as souvent sur une chaîne plus que sur un consumer uniquement. Il faut la penser vraiment de manière globale à chaque étape de ton processus pour que tous les membres de cette grande chaîne soient tous capables de bloquer entre guillemets les effets de bord non désirés quoi. Je sais pas si je suis très clair dans tout ce que je dis. Ouais. Si je reviens à l'instant sur le fait que un événement, je vais l'appeler événement, comme ça il n'y aura pas de différence entre Rabbit et Kafka, un événement peut être consommé par plusieurs consommateurs. Donc, contrairement à Rabbit, on va dire dans le cas général, c'est l'événement est consommé, donc j'acknowledge qu'il est consommé, donc il est supprimé, et donc ça s'adresse qu'à un seul consommateur. Dans le cadre de Kafka, finalement un événement est publié et plusieurs consommateurs très différents peuvent aller voir cette donnée. Donc ça veut dire que Kafka peut servir dans une logique de data warehouse. Oui, effectivement. C'est tout l'intérêt de ce système-là. Il a été surtout pensé en fait pour pouvoir sortir la donnée que tu aurais un peu à droite à gauche dans plusieurs systèmes. Il faut vraiment penser Kafka comme une sorte de gros tuyau que tu mettrais un peu au milieu de toute ton entreprise et dans lequel tu vas mettre toute l'information de tout le monde. Et cette donnée-là, le but c'est qu'elle soit accessible à différents endroits. Le problème qu'on a en fait quand que les architectures commencent à se complexifier, c'est que tu commences à avoir par exemple des bases de données dans un coin, dans un autre, chacun sa base de données, et puis tu peux avoir du Redis, puis tu peux avoir du PG, du MySQL, puis avoir d'autres choses un peu à droite à gauche, enfin des data stores entre guillemets de manière très variée, localisées à droite, vraiment dans leur petit coin, qui vivent chacune de leur côté. Le but de Kafka, c'est de mettre comment cette donnée-là vraiment au milieu, à disposition de tout le monde, et que chacun puisse venir se brancher à droite à gauche en fonction de ce qu'il a envie de faire. Et
cette notion de consumer, elle est hyper importante parce que les consumers sont vraiment des unités indépendantes, ce qu'on appelle des consumer groups au global. C'est une notion qui est au-dessus. Un consumer group, c'est juste un groupe de consumers. Donc tu peux avoir un groupe de consumers de type mail, un groupe de consumers de type analytics. Les consumer groups, c'est une notion, voilà, c'est un groupe indépendant qui vient lire de la donnée, qui fait quelque chose avec, lire de la donnée, tous complètement différentes. Ils ont chacun un objectif, une temporalité, une durée de vie complètement différente. Et ils sont chacun dans leur coin. En fait, ils font vraiment, ils vivent leur vie dans leur coin, ils processent de la donnée, ils font des choses avec, et puis c'est tout. Alors je reviens sur le sujet du data warehouse et ça va peut-être te faire sourire, mais est-ce que du coup, je peux considérer que Kafka est un data lake? J'ai envie de te dire que oui, en même temps que non, en fait. C'est un peu. Tu peux t'en servir comme data lake. C'est comme le sujet de la base de données dont on parlait tout à l'heure. Finalement, tu as aussi des posts très fréquents là-dessus, des conférences sur. J'ai juste envie de mettre toute ma donnée dedans. Mais par contre, le seul souci qui reste à ça, c'est que tu as un disque dur en dessous, en fait. Et que tu es toujours limité par cette capacité de stockage-là. Alors, du disque dur, tu peux en rajouter. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, le storage, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher, même si quand tu es sur du disque, ça peut vite fait quand même arriver à un coût non négligeable. Tu es quand même bloqué par cette capacité-là, en fait. Donc, de toute façon, à un moment, tu vas te dire que si tu as des disques durs de plusieurs téras, en fait, si tu veux stocker de nouvelles données, il va forcément que tu fasses le choix d'en supprimer ailleurs pour faire de la place. Tu n'as pas le choix. Donc, pour moi, c'est pas vraiment c'est un data lake qui peut être temporaire si tu veux en fait, mais pas les data lakes comme on le pense aujourd'hui où finalement c'est une sorte de gros fourre-tout, si je peux dire ça comme ça, où tu vas stocker des choses pendant peut-être des années, et puis bon bah potentiellement elles serviront pas, potentiellement elles serviront. Je vois plus Kafka moi comme une sorte d'entrepôt temporaire où tu vas utiliser les données au fur et à mesure qu'elles rentrent. Tu vas t'en servir peut-être pendant 2 semaines, un mois, 2 mois, mais tu vas pas s'en servir pour stocker de la donnée pendant 8 ou 10 ans, quoi. C'est pas vraiment le but de la chose, je pense. Ça n'a pas été conçu pour ça. Parce que quand tu me dis qu'il y a un disque dur en dessous, j'ai envie de te dire aussi que sous chaque data, il y a un disque dur. Oui, mais c'est pas le cas. Seule différence, c'est quand tu utilises plus des solutions comme tout ce qu'il y a chez Google ou chez Amazon, par exemple. On va pas faire de pub, mais concrètement, la partie storage, tu la payes, mais c'est pas toi qui vas aller dimensionner ton infrastructure. C'est-à-dire, si tu as besoin de plus de disques, c'est quelqu'un à l'autre bout du monde qui va te faire en sorte que ton architecture elle puisse scaler, en fait, que tu aies plus de disques à disponibilité. Tu vas payer plus cher, par contre. Mais t'as pas ce problème physique, tu vas pas le sentir en fait. La limite physique, tu la sens pas avec un service manager externe. Tu vas juste payer à la fin du mois, mais c'est pas toi qui s'occupe de la partie disque dur, quoi. Donc ce que tu veux dire, c'est que comme dans une base de données, j'ai besoin d'avoir un accès disque au niveau de Kafka et pas la possibilité d'y brancher différents back-ends, un système de fichiers distribué ou une base de données objet, enfin un objet store. Alors, t'as un bon sujet là-dessus. Assez récemment, Confluent, c'est une des grosses boîtes, la plus grosse boîte, je pense, qui propulse Kafka aujourd'hui. Confluent a rajouté ce qu'on appelle le tiered storage. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? En fait, c'est la possibilité d'aller automatiquement uploader sur un data store externe, donc du S3 par exemple, ou du GCS chez Google, toute ta donnée qui est sur ton Kafka, mais ta donnée ancienne, entre guillemets, celle qui est rarement utilisée, celle qui est vieille. Tu peux aller tout simplement en fait sortir de ton disque dur et l'envoyer à l'extérieur, dans ce qu'on appelle souvent du cold storage, stockage froid en fait, ce qui ne te sert à jamais en gros quoi. Et tu peux le faire, alors il me semble que c'est encore en bêta, il faudrait aller vérifier, mais tu peux voilà, aller stocker ça à l'extérieur et quand tu requêtes ton Kafka, pour toi c'est transparent. C'est-à-dire si tu veux récupérer ta donnée depuis il y a 8 ans jusqu'à aujourd'hui, Kafka va être tout seul à aller chercher cette information-là, même si elle est stockée plus loin que son disque dur, même si elle est stockée ailleurs, à l'autre bout du monde, il va aller la chercher et toi tu vas pouvoir la requêter. Par contre, c'est évidemment au prix de latence beaucoup plus forte parce que du coup, aller récupérer ça sur S3, bah, tu te prends évidemment la pénalité de la lecture qui est plus lente que si tu as ton disque dur en local, ce qui est assez logique finalement. Mais tu peux, entre guillemets, avec ce mécanisme-là, avoir un stockage potentiellement illimité. Sauf que c'est pas de base. Et c'est pas de base dans Kafka aussi. C'est assez important, c'est que ce stockage étendu, c'est quelque chose qui est proposé par Confluent, mais ça fait pas partie de Kafka en lui-même. Kafka, c'est un projet Apache à la base. C'est vraiment sa vie à côté. Et puis, tu as Confluent qui vient rajouter des briques par-dessus, comme un schema registry ou des produits dans ce genre-là. Mais c'est la partie stockage, ce stockage étendu, c'est quelque chose qui est intégré à la Confluent Platform. C'est pas quelque chose qui est nativement présent dans Kafka. Donc ça veut dire que je sais que certaines boîtes peuvent être assez froides parfois à l'idée d'aller utiliser des projets qui sont sous des licences assez particulières. Bon, la licence Confluent est assez ouverte quand même, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus, mais bon, tu mets quand même le pied dans une licence qui n'est pas forcément open source ou libre. Ça peut être, surtout en ce moment, on sait beaucoup très d'actualité, mais tout ce qui se passe avec Elastic et AWS, c'est la guerre avec Elasticsearch et les licences.
On est en plein là-dedans aujourd'hui où quand tu utilises un produit, il faut faire attention un petit peu à la licence qu'il y a derrière parce que tu peux te trouver bloqué un jour à cause de ça, quoi. Ce Confluent t'offre le moyen d'augmenter le stockage initial de Kafka. À toi de choisir si tu as envie d'utiliser leurs produits ou non, quoi. Mhm. C'est un choix. Tu as parlé de Schema Registry, alors justement, je vais venir un peu sur le format de l'événement en lui-même. Est-ce qu'on a un type d'événement qui est défini, ou est-ce que c'est assez libre, ou est-ce qu'on a un langage ou un protocole particulier justement pour générer ou consommer ces événements? Alors, toi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Kafka, en fait, ce qui toque, c'est du binaire. Ce qu'il y a dans Kafka, c'est uniquement du binaire. Lui, il n'y a pas de notion plus haut niveau, tu n'as pas d'objet particulier, quoi que ce soit. Et ce qui fait qu'en fait, un producer envoie du binaire à Kafka, Kafka écrit du binaire, et ce qui sort, c'est du binaire, de bout en bout. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin que ça, en fait. Après, tu peux choisir de structurer ta donnée. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, dans ma boîte, c'est qu'on utilise Avro, qui est un format de description. Tu peux utiliser Protobuf aussi, ça fait plaisir. Tu décris ta donnée. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas dire à Kafka, tout ce que j'ai publié dans mon topic doit ressembler à ça. Et le doit ressembler, en fait, c'est la partie schéma, en fait, du schéma registry. Un schéma, c'est tout simplement une liste de champs typés. Tu précises, par exemple, mon champ âge, ça va être un entier, mon champ first name, ça va être une string. Tu types tous tes champs, tu peux mettre une documentation avec Avro, ça c'est intéressant. Tu mets une documentation sur ton champ pour expliquer à ceux qui vont consommer ton information que ça veut dire ça, ou ça sert dans tel but, ou des choses dans ce genre-là. Et quand tu vas publier ta donnée, tu vas donc avoir une donnée qui est structurée. Ça reste toujours du binaire, mais tu as un schéma qui est associé, qui peut être aussi réutilisé côté consumer. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas récupérer du binaire, et grâce au schéma, tu vas pouvoir reconstruire une entité propre avec toutes les informations qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui va vraiment te typer ta donnée, vraiment d'assurer une sécurité au niveau de ce qui rentre et ce qui va être consommé. Et ce qui est hyper intéressant avec la notion de ces schémas-là, c'est que tu peux aussi tout simplement interdire toute publication qui ne respecte pas le schéma. C'est-à-dire que si tu essaies de publier un event qui ne respecte pas le schéma qui est attendu au niveau du topic, ça bloque. Ton producteur va planter, et en gros il va te dire bah non, en fait, la donnée que tu m'envoies, elle respecte pas le schéma que moi j'attends. Et ça inverse complètement le problème de la panne. C'est-à-dire que la panne, elle va pas être sentie côté consumer. Ça va pas lui exploser côté consumer quand il va essayer de lire une donnée qui est pas bonne en fait. Ça cassera côté producer. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que si tu as un fixe à faire, tu as un fixe à faire sur un producer. T'as pas un fixe à faire sur 15 consumers derrière parce qu'en fait ils sont tous attendus à avoir une donnée dans un format X et qu'il est dans un format Y et qu'il faut faire quelque chose parce que ça marche plus quoi. Là c'est vraiment ton producteur qui va planter et donc du coup ça t'offre vraiment une garantie sur mes données sont comme ça et elles seront toujours comme ça. Tout ce qui est dedans respecte ce format-là et toi d'un point de vue consumer tu peux être sûr que ce qu'il y a respectera ce schéma-là. Potentiellement il y aura peut-être plus rien au bout d'un moment si jamais ton producteur casse, mais en tout cas toute la donnée que tu vas avoir à disposition elle sera bonne. Et ça, c'est une fonctionnalité de Kafka lui-même, donc de te permettre de définir un schéma dans lequel tu veux accepter ta donnée. Non, justement. Le Kafka ne gère pas cette partie schéma nativement. On doit utiliser donc des systèmes externes. Donc le Schema Registry, c'est un produit de chez Confluent. T'en as d'autres aussi. Il y en existe deux autres. J'ai oublié leur nom, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, celui qui est le plus utilisé, c'est celui de Confluent. Donc c'est quelque chose qui vit à part. C'est pas de base dans Kafka. Il faut bien comprendre que Kafka aujourd'hui, en fait, il y a presque un abus de langage quand on parle de Kafka, parce que tu as Kafka le broker, vraiment la partie plus messaging, puis tu as la plateforme Kafka au sens large, où tu as Kafka et plein de projets qui gravitent autour, qui sont venus au fur et à mesure des années, venir enrichir tout simplement l'écosystème. Le Schema Registry, ça en fait partie, tu as des choses comme Kafka REST, comme Kafka Connect, comme KSQL, enfin comme Kafka Stream, tu as beaucoup de choses qui sont venues depuis 2010 se rajouter au fur et à mesure, mais le Schema Registry, non, c'est pas inclus de base dans Kafka, c'est quelque chose que tu rajoutes. Alors, quand on parle de schéma, évidemment, ce que ça m'évoque, c'est que ça peut être la communication entre deux API ou le client et une API. Et donc, tu as un schéma qui est là. Et là, on parle aussi d'un schéma, pas sur une requête, mais sur de la donnée qui est persistée. Donc, quand il y a des évolutions justement dans un schéma par rapport à tout ce qu'on a pu conserver de données, ça veut dire que finalement, tout ne serait pas rejouable peut-être depuis le début et qu'il y a des points de rupture quand on va modifier les schémas au niveau de la donnée. Alors ça dépend de comment tu configures ton schéma. Effectivement, l'évolution des schémas, c'est quelque chose d'hyper important. Tu peux régler ça avec le Schema Registry, tu peux lui dire, moi j'autorise que certains types d'évolutions. Typiquement, toutes les évolutions qui sont ce qu'on peut qualifier de non-breaking. Typiquement, rajouter un champ dans un event, a priori, si tu passes de 8 à 9 champs, ton consumer, il attend d'en avoir 8, qu'il y en a un neuvième, finalement, pour lui, ça lui change rien, quoi. Il va juste avoir un champ de plus, mais il va l'ignorer, et puis tout simplement, voilà, pas de problème. Tu peux configurer de manière différente en autorisant, par exemple, la suppression de champs. Par contre, la suppression de champ, c'est un truc qui est du coup breaking d'un point de vue consumer, ce qui veut dire que tu dois
Ça joue sur la manière dont tu vas mettre en production tes nouvelles choses. Si tu enlèves un champ côté production, il faut que tu mettes d'abord en production ta partie consumer. Ton consumer, tu lui dis attention, je te préviens tout de suite, tu vas plus avoir 8 champs, tu vas en avoir 7. Donc maintenant, tu tournes avec 7 champs, ce qui fait que ton producteur, quand il passera de 8 à 7, il n'y aura pas de casse, parce que finalement, ton consumer, il sera déjà au courant qu'il n'y en a plus que 7, et puis pas de souci, quoi. Tu peux gérer ton évolution de schéma un peu de la manière dont tu veux. Il faut juste bien gérer ensuite juste ton flow, en fait. Si tu rajoutes des données dans ton event, tu peux mettre ton producteur avant en production. Ton consumer, pas de souci, tu peux même ne pas y toucher, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu fais des changements en enlevant des choses, il faut que tu prévois de mettre tes consumers à jour d'abord avant ton producteur. Mais toute la notion d'évolution des schémas, c'est géré par le registry, en fait. Tu vas avoir un schéma, c'est un schéma et une version, en fait. Sur ton topic, tu vas dire je veux que tu acceptes les données qui sont de ce schéma-là à la version 1, ou à la version 2, ou à la version 3. Et en fait, tu vas avoir un différentiel entre chaque version de schéma. Tu vas peut-être avoir entre la V1 et la V2, tu vas avoir un champ en plus. Entre la V2 et la V3, 2 champs en moins. Et tout ça, en fait, nous on utilise Avro, mais le schéma registry te permet de gérer ça. Et en fait, en quelque sorte, tu parlais d'API. Finalement, c'est presque une sorte de contrat, en fait, de contrat que tu passes entre un producteur et un consumer, quoi. Sauf que le contrat évolue au cours de la vie, en fait, de ton event. D'accord. Alors avec Protobuf, par exemple, l'ordre des champs aussi a son importance. Et c'est pas parce que j'ai toujours 8 champs, ou si j'ajoute un 9e champ, peut-être que je l'ajoute pas à la fin, mais que je veux l'ajouter au milieu de mon schéma, et que du coup, je peux avoir un impact aussi de performance par rapport à l'ajout d'un champ. Effectivement, c'est une bonne question. On n'utilise pas Protobuf, nous, pour la sérialisation. C'est assez intéressant. Avro, t'as pas ce souci-là, effectivement, de l'ordre dans lequel sont publiées les choses, parce que ça n'a pas d'impact. Protobuf, effectivement, tu définis un ordre. Je sais pas comment ça se passe. C'est une très bonne question de comment est-ce que réagit tes consumers si tu changes l'ordre. Je l'ai jamais testé. Pourtant, je me suis amusé avec Protobuf, mais j'ai pas testé cet ordre-là. C'est très intéressant comme question. J'ai pas de réponse à te donner, malheureusement, mais j'irai tester. C'est une bonne question, effectivement. Je pense que c'est quand même géré. À mon avis, tu dois avoir une sorte de. C'est pas la conversion entre le schéma et un objet business, entre guillemets, plus haut niveau, se fait pas par rapport à l'ordre des champs, mais par rapport à leur nom, je pense. Mhm. Si tu veux, si tu dis d'ailleurs côté consumer, je m'attends à avoir un champ first name, que tu l'aies bougé au cours de la vie de ton. S'il est toujours là, en fait, je pense que ça va continuer à marcher. Continuer à marcher, oui, mais ce sera au prix peut-être d'une perte de performance, puisque le but, je crois, d'ordonner ces champs-là est de gagner dans la sérialisation et de se dire qu'on les consomme toujours dans le même ordre. Ah ouais. Ok, je fouillerai le sujet. C'est très intéressant. Autre question, parce que là, on a parlé quand même pas mal de Kafka, finalement, quand on a parlé de schéma. Est-ce que du côté de RabbitMQ aussi, on a des schémas qui sont prédéfinis, un format qu'il faut respecter? Tu peux utiliser de l'Avro dans RabbitMQ. Nous, on s'en sert pas. Je sais pas si c'est vraiment très fréquent comme usage non plus. Parce qu'à mon avis, t'as pas vraiment de schema registry à proprement parler qui va gérer ça pour toi. Donc, à mon avis, ça va être beaucoup de choses très manuelles à gérer de ton côté. Nous, on envoie tout sous forme directement textuelle, brute, et pas de format pas de gestion de format en fait plus poussé par-dessus, quoi. Ça doit être possible de le faire. Enfin, après, quelle est est-ce que la plus-value pour moi, elle se sent moins qu'avec Kafka finalement en fait, parce que tu es quand même beaucoup sur un one-one sur du RabbitMQ, un usage assez direct. La casse, pour moi, elle se sentirait moins, en fait, si tu changes des formats au cours de la vie, en fait. C'est peut-être moins intéressant. On n'a pas un usage très avancé de RabbitMQ, c'est intéressant. C'est possible de le faire. D'accord. Est-ce que tu gagnes beaucoup Ouais. Globalement, j'ai envie de te dire que structurer tes données, tu gagnes. Tu y gagnes de manière générale. Typer tes données, c'est toujours plus intéressant que de laisser un format qui est complètement, qui tu peux faire complètement n'importe quoi avec, comme un JSON très, finalement, tu peux changer tout ce que tu veux et casser à l'autre bout du monde, quoi. C'est pas, enfin, c'est. Mais quand tu parles de texte brut, tu veux vraiment dire donc une chaîne de caractères et pas un format de sérialisation? Ouais, enfin, on a vraiment de l'information non, comment dire, non structurée, quoi, si tu veux. Enfin, ça peut changer au fur et à mesure. On doit envoyer du JSON, je pense, du JSON pur dans Rabbit, à mon avis. Et du coup, tu peux changer ça au cours de la vie de. Tu changes ça comme tu veux, quoi, entre guillemets. T'as pas de vérification à la production ou quoi que ce soit. Donc, ça implique de faire très attention à ce que tu fais, d'autant plus. Oui. Donc aujourd'hui, tu gères les deux systèmes en parallèle? Surtout Kafka, moi. Oui. RabbitMQ, c'est quelque chose qui évolue assez peu aujourd'hui, donc vu qu'on veut s'en débarrasser, a priori, on n'est plus trop dans l'optique d'améliorer cette partie-là. Mais oui. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir, justement, qu'est-ce qui aujourd'hui peut freiner cette migration d'un RabbitMQ vers un Kafka? Le temps, beaucoup, en fait. C'est assez pas très tech comme sujet, mais effectivement, le temps, parce que tous tes usages que tu as sur du Rabbit, si c'est juste
les bouger sur du Kafka et faire la même chose, est-ce que ça vaut vraiment le coup en fait? C'est toujours ça le sujet, qu'est-ce que tu vas y gagner à faire exactement la même chose côté Kafka? Tu peux le faire en fait, tu peux te servir de Kafka comme une queue, ça n'a pas exactement les mêmes propriétés, mais concrètement, il n'y a rien qui pourrait t'empêcher de le faire en fait, si c'est juste du pub-sub one-one, bah, tu vas juste avoir un topic qui va être consommé par un seul service. Bon, il va aller lire peut-être séquentiellement une partie des données, mais finalement, ça n'a pas d'importance pour toi à la base, vu que tu étais sur du Rabbit. Bon, tu auras juste un peu plus de séquentialité quand tu seras arrivé sur Kafka, quoi. Bon, ça va pas changer ta vie, mais ça continuera à marcher. Ce qui va potentiellement peut poser problème, c'est que tu as un truc intéressant sur du RabbitMQ qui est que tu peux, quand tu publies un message, tu peux y ajouter une priorité. Et ça, c'est super intéressant. Tu peux par exemple avoir déjà peut-être 150 messages dans ton système. Tu vas publier le 151e et tu vas lui dire celui-là, il est plus important que les autres. Et donc celui-là, il va être délivré en priorité par rapport aux autres. Kafka, tu peux pas le faire parce que Kafka, si tu mets un 151e record, bah, il sera lu une fois que les 150 premiers seront lus aussi. T'as pas de notion de priorité. Tu peux pas juste bypasser en disant bah, celui-là, je veux qu'il soit fait tout de suite parce que j'en ai besoin maintenant, quoi. Du coup, quand tu es dans ces situations-là où tu utilises Rabbit de manière un peu plus poussée, on va dire, t'as pas d'équivalent toujours sur Kafka. Nous, pour ce qu'on fait, je pense que la plupart des usages qu'on a sur du RabbitMQ, on pourrait les transposer sur Kafka. Mais ce qui nous manque, c'est du temps, en fait. Du temps et la volonté de le faire, finalement. Alors, du temps, tu parles de temps au niveau du design des applications? De tout. Effectivement, passer d'un message à un event, c'est un changement de mentalité, en fait. Un message, c'est plus fait quelque chose. Un event, c'est il s'est passé quelque chose. Parfois, ça peut changer un peu la manière dont tu vas réfléchir ton application. Puis c'est simplement juste beaucoup de code à porter, parce que les clients sont pas du tout les mêmes. C'est pas falloir retravailler de la donnée. Enfin, puis après, tu as aussi juste, tu travailles un producteur, mais tu travailles aussi un consumer derrière. Comment est-ce que tu fais vivre parfois les deux systèmes en même temps? Parce que si tu bouges d'un point de vue production de ton RabbitMQ vers ton Kafka, il faut aussi que celui qui consomme ta donnée derrière en fasse de même. Comment est-ce que tu gères le delta entre les deux au niveau du temps? Il faut que ce soit bien synchrone, ou alors ça veut dire que tu t'autorises à avoir un peu de retard, le temps que ton consumer il ait son code qui soit prêt aussi pour partir. Si tu laisses les deux vivre en même temps, comment est-ce que tu fais pour que ton consumer, qui serait du coup passé du Rabbit vers du Kafka, il lise pas la donnée deux fois? Enfin, tu as plein de sujets comme ça, c'est pas juste, c'est pas on-off entre guillemets, quoi. Tu peux pas bouger aussi facilement, c'est beaucoup, beaucoup de temps, et parfois, ça en vaut juste pas le coup en fait. On préfère se dire que on attend que l'usage disparaisse naturellement parce qu'une fonctionnalité une évolution de fonctionnalité va faire que ça va tuer naturellement le truc, plutôt que d'aller bouger des choses dont on sait que peut-être d'ici un an on n'en aura plus besoin, quoi. Tu vois, c'est juste toujours. Je pense qu'on est comme beaucoup de bonnes d'informatique, on a beaucoup trop de choses à faire et trop peu de gens pour les réaliser. Donc tu fais toujours une liste de priorités et puis ta priorité 1 passe avant la priorité 2, quoi. Si je me posais la question, c'est parce que on a bien vu dans notre conversation que les cas d'usage sont pas non plus tout à fait les mêmes. Et des fois, c'est dommage de vouloir peut-être pousser tout. Alors, d'un point de vue maintenance sur des produits, ça fait du sens. D'un point de vue utilisation au niveau de l'application, ça en fait moins. Donc, des fois, vouloir pousser un usage dans un produit qui est pas fait pour. Je suis clairement Ouais. tout à fait d'accord qu'effectivement il faut prendre le bon outil pour le bon problème en fait. Enfin, c'est des systèmes qui sont quand même pensés différemment à la base en fait. Même s'il y a certains points sur lesquels ils se rejoignent, tu fais pas tout avec Kafka, tu fais pas tout non plus avec Rabbit. Il faut juste avoir utilisé le bon outil. Et c'est vrai que sur des problématiques de coût d'infrastructure, ça peut être intéressant de te dire que si t'as pas vraiment d'impératif à utiliser RabbitMQ, bah on va essayer de tout mettre dans Kafka, ça nous fera économiser un peu d'argent. T'as des cas en fait où forcer entre guillemets faire rentrer des ronds dans des carrés, ça marche pas, quoi. Et du coup faut pas le faire en fait. Mais c'est quand même un travail de. Faut avoir un peu de recul sur les technologies, quand même, les connaître suffisamment pour être capable de comprendre ce que tu peux faire avec l'une et pas avec l'autre. Tout à fait. Tu as mentionné tout à l'heure un peu Pulsar. Mhm. Déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Pulsar? Alors Pulsar, c'est un peu un drôle d'animal parce il est un peu entre RabbitMQ et Kafka. Avec Pulsar, tu peux supporter à la fois du message queue, comme ce que fait Rabbit, et du log streaming, comme ce que fait Kafka. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, tu peux te dire que, comme par exemple la situation de ma boîte aujourd'hui où tu as les deux, tu pourrais te dire qu'on peut tout rationaliser et mettre tout ça sur un seul système. Ça fait un seul truc à monitorer, c'est toujours plus intéressant, plutôt que deux. Donc c'est la promesse. Après, dans les faits, pour l'instant, Pulsar fait du log streaming comme Kafka, mais de manière quand même moins performante, moins riche. Il y a quand même, Kafka a tout simplement 10 ans d'expérience dans ce sujet-là, en fait. Pulsar, ça fait 5 ans que ça existe. Et à la base, ça n'a pas été pensé c'était pensé plus comme une queue que comme du log streaming. Donc, il y a encore un peu de retard, entre guillemets, là-dessus. Comment ce sera dans le futur, j'en ai aucune idée. J'ai malheureusement pas de boule de cristal, donc je pourrais pas te dire de comment ça va être. Peut-être que d'ici quelques années, ils auront rattrapé leur retard et on aura un système aussi abouti de ce point de vue-là. Pour le moment, si tu veux faire vraiment du stream processing de manière très performante, Kafka le fait mieux parce que c'est son secteur en fait. Ça fait des années qu'il est
entre guillemets leader du marché, c'est pas pour rien en fait. C'est vrai que si tu as des usages assez basiques du message queuing et assez basiques du log streaming sans avoir besoin de faire des choses hyper compliquées, Pulsar, ça peut être une solution assez intéressante. Ça reste néanmoins un projet assez jeune pour le moment quand même. Il y a quelques boîtes qui sont dessus, quelques grosses boîtes qui s'en servent. Tu prends du Yahoo, Yahoo était la boîte qui a créé Pulsar à la base. Il brasse des millions d'events par seconde avec Pulsar, donc ça marche, hein. Il n'y avait pas de problème à le faire tourner. Par contre, tu sais que quand tu l'as choisi comme techno, tu pars dans quelque chose qui est encore jeune. Il n'y a pas une énorme communauté pour le moment. Donc bon, faut savoir aussi, pas forcément s'attendre au même suivi que ce que tu peux voir sur du Kafka, quoi. C'est bon. Mais encore une fois, c'est parce que c'est un projet assez jeune. Tu as mentionné que Kafka était dans la fondation Apache. Oui. Pulsar est dans une fondation lui aussi. Apache, c'est Aussi. exactement. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas encore il y a pas d'équivalent Confluent entre guillemets chez Pulsar. T'as pas une boîte qui s'est dégagée et qui fait un peu, qui fait du Pulsar plus plus entre guillemets quoi. Pour l'instant, tout ce qui est fait au niveau de Pulsar, par exemple, on pourra pas des Pulsar Function ou Pulsar IO, des choses dans ce genre-là. Tout est intégré vraiment dans Pulsar et ça reste sous fondation Apache. Il y a des contributeurs des boîtes externes, hein, tu prends Stream Native ou OVH aussi à bosser sur Pulsar, mais ils ont pas de ils font pas du Pulsar plus plus entre guillemets quoi. Ils travaillent sur le Pulsar qui est dans la fondation Apache. Et donc la promesse de Pulsar, c'est vraiment d'être du streaming et du message queue à la fois. C'est supporter les deux modèles, effectivement. C'est de rationaliser un peu tous les besoins au sein d'une même plateforme. D'accord. C'est une belle promesse. Ouais, c'est une belle promesse, mais en même temps, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est pas rassembler deux produits et puis les faire vivre côte à côte dans le même produit? Est-ce que le mariage a fonctionné, quoi? Effectivement, c'est une question qu'on pourra avoir à long terme. J'attends beaucoup de voir, moi, la partie message queue, ça marche bien, en fait, parce que ça a été conçu pour ça à la base. La partie log streaming, je les attends beaucoup parce que, pour l'instant, effectivement, côté Kafka, tu as Kafka Stream, qui est une librairie, en fait, qui intègre à Kafka, qui permet de faire de l'agrégation de stream. Enfin, tu peux faire énormément de choses avec Kafka Stream. On pourrait faire un épisode juste là-dessus, je pense. Côté Pulsar, ils sont encore un peu en retrait par rapport à ça. Ils ont fait le choix, pour l'instant, de laisser cette partie stream processing à des environnements externes comme du Spark, je sais pas si tu connais Spark, ou comme du Flink ou des choses dans ce genre-là, ou Pinot, qui sont tous des projets Apache. Mais le stream processing, ils ont pour l'instant laissé plus ça à l'extérieur. Est-ce que ça va être la ligne à long terme? Est-ce qu'ils vont pas est-ce qu'ils vont juste faire entre guillemets la partie juste je te donne la donnée, après t'en fais ce que tu veux? Ou est-ce qu'ils vont vraiment mettre l'accent sur un framework interne? Il y en a un qui existe, c'est les Pulsar Functions. Mais c'est quelque chose qui est encore assez en cours de développement en fait. Enfin, c'était très très loin. C'est un peu un équivalent de Kafka Stream, mais beaucoup moins riche. Est-ce qu'ils vont l'améliorer avec le temps, ou est-ce qu'ils vont se dire tout simplement cette partie-là, on la laisse à l'externe et on s'en occupe pas? Pour l'instant, voilà, on reste sur quelque chose qui est jeune, qui a besoin de mûrir, je pense, mais pour moi, qui a le mérite d'exister, au moins. Parce que ça fait quand même des années qu'on a Kafka en tant que qui est un peu le monopole du marché, quoi. Pour de bonnes raisons, hein, Kafka, ça marche super bien, en fait. Je veux dire, j'ai regardé un truc il y a 2-3 semaines de ça. Il y a un tiers des boîtes du top 500 de Forbes, donc les boîtes les plus grosses du monde, qui utilisent du Kafka, en fait. T'en as partout, t'en as dans du bancaire, du Kafka, je pense que t'en as quotidiennement autour de toi et tu t'en rends pas forcément compte. S'ils ont été tout seuls sur leur marché pendant très très longtemps, c'est parce que ça marche très bien. Donc Pulsar a le mérite d'apporter au moins une concurrence là-dessus et au moins d'ouvrir un débat qui est au moins toujours intéressant, je pense, d'avoir, dans tous les cas. Peu importe où ça ira, finalement, en fait. Est-ce que c'est un projet qui marchera? Est-ce que c'est un projet qui marchera pas et qui coulera dans 2 ans? Peut-être, hein, je sais pas, mais au moins pendant les quelques années où ça existait, on a eu un peu de débat sur ces sujets-là. Et c'est toujours bon à prendre. Et donc sur la partie stream, donc tu me dis c'est pas dans Pulsar, mais si je dois comparer et si je mets de côté la partie message queue, qui est évidemment ce qui fait un peu la force de Pulsar, tu me dis c'est de proposer les deux. Mais si je devais comparer un peu en termes de fonctionnalité, parce que je pense que je peux être dans ton cas et me dire que ça fonctionne très bien avec du Rabbit et du Kafka, et finalement, bon, Kafka est l'élément important de mon infrastructure. Si je veux remplacer demain par un Pulsar parce que c'est plus simple au niveau maintenabilité, parce que j'ai un seul produit plutôt que de maintenir deux différents. Par contre, qu'est-ce que je risque d'y perdre? Donc tu as dit il est moins mûr, il est peut-être moins efficace aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore d'autres différences? Ouais. À mon sens, tu vas y perdre un peu, surtout au point de vue opérationnel. Pulsar est un produit plus complexe que Kafka. Typiquement, si tu compares, je pense que le plus simple dans tout le paquet, c'est RabbitMQ, qui est pour le coup ultra simple, hein, c'est juste un broker que tu déploies, donc c'est quand même plus facile à gérer. Kafka est un coût opérationnel déjà beaucoup plus sensible, et Pulsar est un petit peu au-dessus encore parce que Pulsar a fait le choix de scinder la partie messaging, donc entre guillemets la réception des requêtes, tout ce qui va être écriture ou lecture, de la partie storage. Kafka, tout est au même endroit, ton broker Kafka sait tout faire. C'est-à-dire qu'il sait à la fois gérer ton disque dur et gérer tout ce qui va être interaction avec le milieu extérieur, quoi, si tu veux.
Pulsar a séparé ça en laissant juste la partie messaging, donc la mise à disposition des données ou la réception des écritures, à un broker Pulsar, et toute la partie storage a été envoyée dans un autre projet Apache qui s'appelle Bookkeeper. Donc tu rajoutes une autre couche supplémentaire, c'est vraiment une couche vraiment décalée, hein. C'est vraiment des applications différentes. Ça a un aspect intéressant qui est que du coup tu peux gérer les deux parties indépendamment, tu peux faire scaler l'un ou scaler l'autre, ou tu peux juste redémarrer l'un sans redémarrer l'autre. C'est très intéressant de ce côté-là, ça a évidemment une complexité opérationnelle en plus parce que tu as du coup deux parties à gérer au lieu d'une. Donc tu as ça, effectivement, ça peut être un frein, tu peux te dire que bon, comprendre déjà comment marche une partie, c'est pas toujours évident. C'est des produits qui sont complexes quand même, hein. Enfin, c'est pas évident à prendre en main quand tu veux faire les choses bien. Il te faut un petit moment pour tout comprendre. Si tu en as deux, potentiellement tu as une courbe d'apprentissage qui est x2. Enfin, bon, bref, la partie opérationnelle, ça peut être un frein. Tu peux choisir entre guillemets, de l'ignorer en passant par du manager. Juste utiliser le service et laisser ça à quelqu'un d'autre. Je vois ça partout. En fait. À ce moment, du manager pour Pulsar ou du manager pour Kafka, je vois énormément de boîtes qui se lancent là-dessus. Je pense que c'est pas anodin d'ailleurs, à mon avis, hein. Ils doivent bien se rendre compte que leur produit n'est pas évident toujours à mettre en prod et à configurer correctement pour à la fois d'un point de vue réseau, d'un point de vue disque et tout ça. Donc tu as un vrai business là-dessus. Et du coup, j'avais perdu ta question au départ. Alors, je suis perdu. Hein. Je voulais savoir un peu les avantages ou inconvénients de Kafka vis-à-vis de Pulsar sur la partie vraiment qui était le cœur de Kafka. Bah, en fait, je pense que si tu fais juste que consommer de la donnée, les deux vont le faire en fait. Ça va être, tu vas pouvoir t'en sortir juste du log streaming très classique. Tu verras pas forcément beaucoup de la différence. À l'usage, ce qui va être un peu différent, c'est la manière dont tu configures tes consumers. Ça peut être un peu différent d'un point de vue Kafka que d'un point de vue Pulsar. Kafka, t'as un truc qui est un peu gênant, moi qui me dérange souvent, c'est que tu peux pas scaler facilement tes consumers. En fait, pour t'expliquer, Kafka, un topic, c'est scindé en partitions. Donc la partition, c'est juste un sous-ensemble du topic. Et quand tu rajoutes toutes tes partitions bout à bout, en fait, ça donne le topic. Enfin, le contenu des partitions additionnées donne le contenu du topic. Côté consumer, tu ne peux avoir que un seul consumer par partition à un instant T. Pour un même consumer group. C'est-à-dire que tu peux avoir un consumer mail et un consumer analytics au même instant, mais pas deux consumer mail. Tu peux en avoir qu'un seul par partition. Ce qui fait que si tu veux avoir plus de consumer mail, il faut plus de partitions. Et augmenter les partitions avec Kafka, c'est jamais évident. D'ailleurs, t'as plein de gens qui posent des questions, j'ai besoin de le faire, et souvent la réponse qui tombe, c'est recréer un topic avec le bon nombre de partitions, ce sera plus facile. Donc ça a d'autres problématiques, mais du coup, ce que tu vas pouvoir faire avec Pulsar, par contre, c'est que c'est complètement découpé. C'est-à-dire que tu peux mettre 15 consumers pour 3 partitions. C'est pas un souci. Parce que ce que tu as entre les deux, ça s'appelle des subscriptions, et une subscription, ça fait le lien entre un topic et tes consumers. C'est-à-dire que ta subscription, elle va juste récupérer le contenu de ton topic et le répartir dans des consumers. Peu importe le nombre de consumers que tu as derrière, si tu veux en avoir 50, 150, et que tu as 3 partitions, c'est pas un souci. Ça va le faire. Donc on va dire que d'un point de vue utilisation, c'est un peu plus flexible. Ça va être vraiment, tu vas être moins bloqué par rapport à des choix de design initiaux de côté Kafka. Je vois surtout à ce côté-là. La partie production, elle est pas bien différente, fondamentalement. Il y a juste un petit truc qui peut être intéressant aussi, c'est que la partie stockage qui est stockée sur Bookkeeper, tu peux choisir de venir la requêter indépendamment et sans passer par le broker Pulsar. C'est-à-dire que tu as deux API complètement à deux niveaux. Tu as une API qui est plus streaming API ou messaging API, si tu veux, qui est plus côté broker Pulsar. C'est ce que tu vas utiliser traditionnellement quand tu fais de la consommation de temps réel, en fait. Et puis, si tu es plus dans des logiques de batch, où tu vas récupérer une grosse quantité de données d'un seul coup, tu vas plus aller recruter directement au Bookkeeper qui est derrière, qui lui possède toute la donnée. Et là, tu peux te sortir des gigaoctets si tu as envie, qui sera quand même bien plus efficace que si tu passes par la partie API, quoi. La partie plus SAR. En fait, tu vas juste simplement ne pas avoir la partie réseau entre les deux, quoi. Ça te fait un intermédiaire de moins, et c'est quand même. Et puis, ça a aussi l'intérêt de ne pas surcharger ton pulsar pour rien, finalement. Parce que si tu peux récupérer la donnée ailleurs, autant ne pas hyper solliciter un composant qui est au milieu, quoi. Alors, de ce que je comprends, justement, de ce que tu me dis, c'est que, et ce sera ma dernière question, ce que je vois, c'est que Pulsar aujourd'hui est peut-être jeune et atteint pas les performances de Kafka, mais j'ai l'impression de ce que tu as listé qu'il appuyait vraiment sur les points qui étaient douloureux quand on utilisait Kafka. Tu m'as parlé de la gestion des disques assez souvent, et là je vois qu'en fait en le décorrélant, peut-être que ça amenait une complexité opérationnelle, on est d'accord. Par contre, cette complexité opérationnelle, ça amène derrière le fait que si c'est géré indépendamment, on peut scaler, avoir des gens plus spécialisés justement dans la gestion de ce que c'est le disque, etc. Tout comme en fait le requêtage par exemple sur la data. Ça aussi c'était un point qui était, comme tu le dis, il est souvent soulevé dans Stack Overflow, et c'est peut-être qu'il y a un réel cas d'usage derrière, un réel besoin. Ouais, exactement. C'est assez. Pulsar, pour moi, je le vois un petit peu comme
un Kafka presque V2, entre guillemets, qui est venu comprendre tout ce qu'il y avait de bien dans Kafka et effectivement mettre un peu des rustines ou des patchs sur les endroits où ça faisait un peu mal, quoi. Et effectivement, tu parlais de Bookkeeper, qu'on fait la partie stockage, qu'on gère indépendamment. Effectivement, tu peux la faire scaler. Tu peux juste rajouter du disque dur. Juste rajouter du disque dur, tu rajoutes des instances Bookkeeper. Ça n'affecte pas ta partie Pulsar qui est le messaging devant. Inversement, si tu vois que ton messaging n'arrive pas à suivre parce que tu prends trop de requêtes, mais que ton disque dur va bien lui derrière, tu peux mettre plus d'instances Pulsar. Kafka, t'es bloqué là-dessus parce que les deux le font en même temps. Et c'est-à-dire que si tu veux scaler, tu scales tout. Et en fait, Pulsar, c'est un peu le. On n'est pas du tout sur la même temporalité. Hein. Kafka, c'est 2010, Pulsar, c'est 2015. Le marché a quand même beaucoup changé au niveau de l'informatique entre les deux. Tu as eu le cloud qui a explosé, tu as eu beaucoup de choses dans ce genre-là. C'est presque du. C'est le Kafka de la nouvelle génération, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça parce que j'aime beaucoup Kafka, hein, j'ai rien contre ça, mais Kafka a des limites, malheureusement, qui étaient liées au choix de son époque et qui se comprend en fait. Mais Pulsar, il répond en partie, alors au prix, effectivement, de parfois d'une complexité plus forte. Enfin, de toute façon, rien n'est gratuit, jamais, de toute façon. C'est-à-dire quand tu fais le choix d'améliorer quelque chose, c'est souvent au détriment d'autres choses. Sinon, on aurait tous un système parfait dès le départ, en fait. Mais bon, faut faire des choix. Et effectivement, Pulsar, je le vois plus comme peut-être une alternative où peut-être que ça va juste aussi te servir d'inspiration à Kafka. Kafka restera peut-être le projet qui restera toujours leader, mais ils vont peut-être tout simplement prendre les bonnes choses de Pulsar et les amener au fur et à mesure. Faut peut-être revoir ça comme ça, je sais pas, mais je trouve que la techno a Pulsar a ramené une vraie nouvelle vision sur cette partie-là en fait. Des considérations, des choses à reprendre en considération qu'on avait peut-être laissé de côté, s'est habitué à vivre avec en fait. Et du coup, on se repose des questions aujourd'hui. Pierre, merci beaucoup. C'était un sujet passionnant Merci à et toi. c'était très agréable d'en parler avec toi. Bah pour moi aussi. Merci pour cet accueil. Retrouvez Pierre sur Twitter @pelarboulette et eAdvise sur eadvise.com.